Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu aujourd'hui en Tunisie pour une visite d'État de 2 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles ancrées entre les deux pays frères et l'élargissement des perspectives de coopération. La Tunisie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie dans le continent africain et les deux parties sont soucieuses de renforcer la coordination sur les questions économiques mais aussi régionales et internationales. Cette visite se tient dans un contexte marqué par la montée des tensions et des menaces dans la région. Les relations algéro-tunisiennes, un axe stratégique. C'est sous ce thème que se déroulera le débat de ce soir avec nos invités. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Abdelkader Soufi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences politiques, spécialité relations internationales. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous accueillons également M. Asdine Chaben. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef et rubrique politique au journal L'Expression. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Et M. Brahim Zitouni, que nous n'avons plus à présenter. Bonsoir M. Zitouni, vous êtes analyste politique, vous êtes en direct avec nous depuis le Canada. Bonsoir madame. Bonsoir Monsieur Zitouni. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir en images sur les relations historiques algéro-tunisiennes. Il s'agit là de la position ferme et immuable de l'Algérie vis-à-vis de la Tunisie. Une position consolidée et réaffirmée tout au long de l'histoire qui a toujours lié les deux pays frères et qui s'est confirmée devant les multiples tentatives déstabilisatrices qui ont voulu porter atteinte à la stabilité de la région et au destin des générations pour lesquelles nos aïeux se sont sacrifiés. Un destin commun qui se traduit à travers le développement de la bande frontalière entre les deux pays. Une zone où les efforts se multiplient pour assurer une vie décente aux habitants de ces localités. Unis hier dans la lutte armée contre le colonisateur et déterminés aujourd'hui à aller ensemble vers un avenir basé sur les échanges commerciaux complémentaires. Témoignons aussi de cette complémentarité. Les caravanes des aides acheminées de l'Algérie vers la Tunisie pour lutter contre la pandémie de Covid-19. À ce titre, des vaccins et des médicaments sont acheminés à nos frères tunisiens. Des scènes de solidarité qui font remonter en surface les caravanes d'armes acheminées de la Tunisie en soutien à la glorieuse guerre de libération nationale. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. بيننا وبينهم كثافة في التعامل يعني الشيء اللي تخلي جيران مثاليين بالنسبة لنا تونس والجزائر بالنسبة لهم. Deux voisins exemplaires qui ont adopté une approche sécuritaire stratégique commune visant à endiguer le terrorisme, le crime organisé et le trafic d'armes dans le cadre d'un partenariat et d'une coordination sécuritaire multidimensionnelle afin de préserver les acquis et les espoirs des deux peuples. Un œil vigilant qui veille sur la sécurité des deux pays et un échange d'informations sécuritaires continues qui se sont répercutés positivement sur la stabilité de la situation au niveau des frontières entre les deux pays. La large coopération entre les deux pays, une relation historique qui lie la Tunisie à l'Algérie. Est-ce que cette visite est d'abord à fort caractère économique? Monsieur Soufi, la Tunisie a été très fragilisée sur le plan financier, exacerbée par la situation sanitaire également ces dernières années. Oui, c'est clair. En apparence, on peut dire que c'est une visite qui a la connotation économique. Mais en réalité, le président de la République cette visite devait se passer, je pense, le 20 mars 2020, mais la pandémie a fait qu'il y a eu, elle a été retardée. Oui. Mais nous avons reçu entre-temps la visite du président tunisien. Il a fait sa première visite d'État en Algérie après son accession au pouvoir. Et c'était sa première sortie qui était consacrée à l'Algérie. Ça explique aussi cette relation multidimensionnelle entre les deux pays. Donc on ne peut pas dire que c'est juste une visite d'ordre économique où elle donne cette impression. Mais elle est plus profonde que cela. Bien sûr, quand on voit la délégation importante algérienne et les accords conclus dans différents secteurs, on voit qu'elle va au-delà de cette approche sécuritaire, mais beaucoup plus à jeter les jalons d'une vision commune
commune, parce que nous avons une histoire commune, parce que je pense que la Tunisie, c'est la continuité naturelle de l'Algérie, mais aussi c'est une profondeur stratégique. Oui. Et cette profondeur stratégique, elle va dans le sens où nous sommes condamnés à avoir une vie paisible à travers tout l'ensemble des territoires des deux États. C'est pourquoi je crois que quand on voit la visite du ministre des Affaires religieuses, qui a conclu aussi des accords, au-delà des accords concernant justement la pêche, l'énergie, tout cela qui prennent cet ordre économique. Mais moi, je crois qu'elle va vers un sens à une intégrité entre les deux États, à développer une première approche. Quand je dis jeter les jalons de quelque chose, c'est à partir de là. Donc c'est le début de reconstruire réellement ce Maghreb que nous, l'Union maghrébine que nous avons perdu, que nous avons perdu en définitive par un comportement malsain, par rapport à des agendas externes, exogènes. Et je crois que si l'Algérie et la Tunisie arrivent à trouver justement cette entente, ce ciment qui va les souder, il permettra aux autres pays du Maghreb, mais pourquoi pas aussi les autres pays immédiats tels que l'Égypte, le Niger, le Mali, à intégrer une zone économique, politique beaucoup plus puissante et plus rentable. Oui. Alors aujourd'hui, finalement, cela a une plus forte dimension, cette visite, pas seulement sur le plan économique, comme le disait M. Soufi, mais également sur le plan politique et sécuritaire. Il est clair que cette visite est à la fois politique, économique et sécuritaire. C'est indéniable. On ne va pas reproduire le lien historique qui existe entre les deux peuples. C'est connu, mais je pense que le volet économique va présider très fortement. Pourquoi ? En février 2020, le président tunisien est venu à Alger. C'était sa première sortie. Il venait d'être élu en novembre 2019. Et à l'époque déjà, il avait été mis sur la table un certain nombre de dossiers, notamment l'accord préférentiel qui a été signé en 2014 et qui, à ce jour, n'a jamais vu sa concrétisation effective. La haute commission algéro-tunisienne qui ne s'est pratiquement pas réunis depuis 2017. Ce sont autant d'éléments qui font que... Il faut redynamiser aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, donc, toute la démarche, toute la volonté des deux chefs d'État va tourner autour de cette relance économique. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils ont paraphé 27 accords, sur pratiquement tous les dossiers, y compris la culture, la justice... L'industrie, le commerce, l'énergie, les mines, le secteur de l'environnement... Tous les volets, ça montre la détermination qu'il y a à relancer une dizaine, certainement. Voilà. Et je pense que derrière cette volonté, il y a évidemment le souci de rebâtir une espèce d'ossature algéro-tunisienne qui permettrait de réhabiliter un peu l'ambition populaire de l'Union du Maghreb arabe, qui a été volontairement démolie par le voisin de l'Ouest, le roi Hassan II, pour ne pas le nommer. C'est lui qui a mis carrément fin à l'UMA par une décision brutale et unilatérale. Et je pense que le tandem algéro-tunisien vise à, d'une part, sécuriser la zone avec toutes les menaces qui se profilent aussi bien au sud qu'à l'est, du côté de la Libye. Il ne faut pas oublier que la Tunisie a beaucoup souffert du terrorisme.
et que l'Algérie s'est tenue... Il y a une coopération de lutte contre le terrorisme avec... Énormément d'opérations. Oui. Le Manche Amba, il y a eu plein d'attaques. Ben Guerden, la ville frontalière de la Libye, a toujours subi des assauts répétés, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu entre 3 000 et 7 000 Tunisiens qui ont combattu dans les rangs de ce qui était Nosra à l'époque en Syrie et qui est devenu Fatah Hacham en 2017. Donc tout ça fait que nous sommes il y a un contexte assignés, régional, voilà, à affronter ensemble et de manière plus que solidaire. D'où l'importance d'avoir une vision commune dont parlait M. Soufi. Monsieur Zitouni, alors finalement, aujourd'hui, on comprend, cela a toujours été le cas, la stabilité de la Tunisie importe beaucoup pour nous, en tant qu'Algériens, pour l'Algérie, pour la stabilité régionale. Avoir une vision commune aujourd'hui est une importance capitale, au-delà des accords économiques, comme je le disais aujourd'hui, même si cela inclut une stabilité aussi de la Tunisie. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je crois que il faut replacer ce voyage du chef de l'État dans un double cadre. Un premier mouvement qui est celui des changements qui dont on peut témoigner au Maghreb, changement en 2011 à travers ce qui est appelé la révolution du jasmin d'une part, et changement en Algérie pour ce qui est du Hirak du 22 février 2019. Et il y a donc de nouvelles élites, entre guillemets, ou en tout cas une nouvelle génération pour l'Algérie, de nouvelles élites pour la Tunisie, qui sont arrivées au pouvoir dans les deux pays. Ça, c'est le premier point. La seconde chose qui est extrêmement importante, c'est l'émergence de la Chine comme acteur international. Et depuis très récemment, l'échec des négociations de Vienne en Autriche, l'émergence d'un Iran qui a franchi désormais le seuil nucléaire. Ce sont deux événements majeurs qui permettent une recomposition de l'ensemble de la sous-région du monde arabe et en particulier du Maghreb. Ces deux dynamiques internes au Maghreb et de recomposition géopolitique ouvrent une opportunité historique pour une convergence d'intérêts non seulement convergents entre les deux nations, mais d'intérêts pour bâtir la matrice de ce qui pourrait être un noyau d'un Maghreb en construction. Et là, je crois qu'il faut faire une série de remarques rapidement. Premièrement, il ne vous a pas échappé que le gouvernement algérien veut développer de façon importante les régions frontalières de la Tunisie. On a vu un programme d'investissement de 800 millions de dollars pour Khenchla. Tébessa et les régions frontalières reçoivent de gros investissements par rapport au phosphate. Et donc nous allons voir un dynamisme de cette région se réaliser qui ne sera pas sans effet sur le dynamisme de l'autre côté de la frontière, Al-Kef, Jendouba et l'ensemble des régions frontalières. C'est très important parce qu'en réalité, ça peut constituer le bloc socio-économique d'une convergence d'intérêts qui sera bâtie sur une réalité économique et non pas sur des volontés politiques. Et je crois qu'il y a une double mouvement qui est en train de se faire par rapport à l'approche tunisienne et qu'il faut comprendre dans sa complexité. Une première approche de développement régional transfrontalier et une seconde approche de coopération internationale, en particulier dans des secteurs qui me semblent stratégiques, l'énergie, le transport, l'infrastructure, qui me semblent les points phares d'une coopération possible. Là, je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est le respect d'une souveraineté d'un État à un autre, d'un État dû à un autre, et ça, nous en sommes les premiers à l'affirmer systématiquement, mais il faut aussi différencier ce qui est de l'intérêt, de nos intérêts en Tunisie et des intérêts des Tunisiens en Algérie, car c'est en bâtissant sur des intérêts mutuels et réciproques que nous pourrons réaliser des convergences qui soient le socle
de potentiel à venir. Merci. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, pour revenir en chiffres sur la crise économique, la Tunisie, qui souffre toujours d'une grave crise économique et d'un déficit budgétaire record, a reçu un prêt de 300 millions de dollars de l'Algérie, pour le rappeler. Vous parliez des échanges entre l'Algérie et la Tunisie. Les exportations algériennes vers la Tunisie se limitent quand même un peu au pétrole et au gaz, à presque 90%, un peu plus diversifié pour la Tunisie. Aujourd'hui, on parle de redynamiser tout cela, comme vous l'avez dit au départ. Monsieur Zitouni a parlé de nouvelles élites, cela veut dire nouvelle dynamique aujourd'hui entre les relations algéro-tunisiennes et pour la région du Maghreb également. C'est ce qu'on attend à travers cette visite. Absolument. En fait, il le dit si bien d'ailleurs, puisque quand on voit la composante des secteurs qui ont accompagné le président de la République, on comprend très vite les enjeux de cette visite. 2 États en reconstruction, une crise pandémique, une crise économique, financière qui a frappé le monde, mais qui a touché aussi les 2 États de plein fouet, même si l'Algérie a su faire face. N'empêche qu'il y a un autre aspect sécuritaire très important dans une région où le flou s'est imposé, notamment avec l'avènement on va dire, dans le visage africain de l'entité sioniste invitée par le voisin de l'Ouest. La Tunisie, qui est voisine aussi avec la Libye et qui est sujette qui partage une centaine de kilomètres de frontières. Sécuritaires. Maintenant, et la Libye, représentait un peu le poumon économique de la Tunisie. Depuis, on va dire, la chute de la Libye, la Tunisie souffre réellement d'une crise économique et financière. Donc, bien sûr, elle abrite actuellement environ 1 million de Libyens. Voilà. Et en plus, elle vivait du tourisme, qui est le poumon de l'économie aussi tunisienne. Je reviens à ce que je disais. Même avec l'Algérie, traîné avec la pandémie. Il faut se rappeler à un moment où il y avait ça, il faut relativiser. Parce qu'on parle beaucoup Il y a eu 1 300 000 Algériens qui sont rendus en Tunisie avant la pandémie, donc en 2019. Oui. Et en sens inverse, il y a eu 1,7 million de Tunisiens qui sont venus en Algérie. Oui, mais donc, vous voyez, c'est pas les mêmes motivations, c'est pas les mêmes dépenses. Les Algériens, quand ils vont, c'est une grosse bourse, c'est la bourse annuelle. Voilà. Donc les Tunisiens, je vais vous dire, les Tunisiens, comme on le disait justement, par rapport aux échanges économiques, certes, ça se limite par rapport à certains secteurs, mais notamment celui de l'énergie, ou par exemple certaines usines qui ont été faites communément, telles que le phosphate ou le ciment, par exemple le ciment blanc. Mais les Tunisiens aussi, ils ont trouvé dans la contrebande du produit algérien qui permettait aux Tunisiens d'outrepasser la crise économique en Tunisie. Maintenant, je crois que quand on voit, je disais, les secteurs qui ont été invités à la visite, d'abord on peut les placer par groupe de famille. Vous avez celui de la justice, les collectivités locales, la culture, les affaires religieuses et l'éducation. Ça peut prendre une approche commune par rapport à une vision globale d'une stratégie qui a été élaborée en amont. Et il faut se rappeler qu'avant la visite du Premier ministre algérien vers la Tunisie, il y a eu la visite du Premier ministre tunisien ici. Et donc, ces visites, ces travaux ont été conclus par la visite du président de la République au jour d'aujourd'hui. En plus, il faut se dire que l'importance de la Tunisie dans cette configuration de l'Algérie qui est frappée par une double crise, on va dire, la crise économique qui a engendré aussi une crise politique. Cette crise politique, une opposition qui se fait de plus en plus forte par rapport à cette crise économique. Vous savez, comme le dit Karl Marx, quand les politiques supérieures
se fissure, ça libère des énergies à la base. Et ces énergies sont récupérées par des agendas. Voilà. C'est ce qui est craint aujourd'hui, c'est que cette fragilité, quelque part, économique et politique tunisienne suscite l'intérêt d'autres puissances étrangères et qu'il y ait de l'ingérence étrangère derrière tout cela. Justement. Normal. Oui, M. Chabel. Allez-y. Vu le contexte, vu la vulnérabilité de l'économie tunisienne, il est évident que les ingérences, on l'a vu pas plus tard qu'hier, le communiqué des ambassadeurs des pays occidentaux qui sommaient les dirigeants tunisiens de ramener le pays dans le processus démocratique, etc. etc. Bon, la réponse du président tunisien n'a pas tardé, puisque le soir même, il a annoncé tout un programme, non seulement le gel du Parlement ad vitam aeternam, si l'on peut dire, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, avec des élections législatives qui auront lieu le 20... Puis il a fait appel 4 fois au FMI en l'espace de 10 ans. On ne doit pas oublier qu'il y a la crise économique très importante. Ça, c'est pas lui, c'est les gouvernements précédents. C'est les gouvernements précédents. Il faut resituer la visite du président Tebboune dans son cadre. Actuellement, c'est vrai que les deux pays ont besoin de se ressouder, de se préparer à un défi qui est commun, qui est celui de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Dans quelques mois, le processus va s'enclencher et il faudra y faire face de manière complémentaire, de manière solidaire, de manière intelligente. Et je pense que c'est un des points qui figurent d'ailleurs dans les discussions et dans les tractations, etc. C'est vrai que l'accord préférentiel entre les deux pays conclu en 2014 offre beaucoup plus de possibilités pour la coopération bilatérale. Mais en perspective de cette zone de libre-échange africaine, il y a des atouts que chaque pays possède et qui doivent être mis en commun pour pouvoir se préparer et éventuellement affronter dans les meilleures conditions. Qui est entré en fonction le 1er janvier 2021. Rapidement, pour donner la parole à M. Zitouni. C'est juste pour dire que, d'ailleurs, pour rejoindre ce que disait M. Zitouni tout à l'heure, c'est que ce qui se passe, c'est dans un contexte aussi du sous-continent régional. Et là, cette émergence de l'Algérie qui essaie de mettre en place un paradigme, et la Tunisie en fait partie de ce paradigme, sachant que historiquement, depuis la nuit des temps, ça a toujours été un flux et un reflux entre les deux États, les deux régions, et qui, dans la continuité au-delà de la frontière, ça réfléchit de la même manière. Monsieur Zitouni, les nombreuses visites échangées soulignent aussi la volonté des deux pays de renforcer les relations bilatérales et de mettre en place une stratégie intégrée, c'est-à-dire qu'elle doit être évolutive, plus qualitative. Oui, alors vous avez parfaitement raison. Il faut passer à des relations qualitatives. Et pour ça, je crois qu'il faut bien comprendre la phase que traverse la Tunisie. C'est une phase de recomposition, de renégociation entre le bloc au pouvoir, entre la présidence et les services de sécurité, d'une part, appuyés sur le JTT, et d'autre part, la bourgeoisie tunisienne, Tunis, Fax et Sousse, ces 20 ou 30 familles qui tiennent l'économie tunisienne et qui ont profité de la révolution du jasmin pour s'investir dans le parlementarisme en alliance avec les forces islamistes comme celle de Ranouchi. Donc nous voyons aujourd'hui, depuis 2011, un affaiblissement, un délitement de l'État tunisien qui est issu, si vous voulez, de la tentative de la bourgeoisie tunisienne de se débarrasser du carcan sécuritaire ou du carcan de la centralité de l'État tunisien à l'occasion de la révolution du jasmin. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui correspond à une opportunité qu'il faut absolument investir, celle d'une recomposition voulue par l'État profond tunisien, un réaménagement de ses rapports avec la bourgeoisie tunisienne appuyé sur les banques françaises. Et là,
il y a quelque chose à faire dans le domaine de l'énergie. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, nous avions essayé, Naftal avait essayé d'acheter le réseau Agile en Tunisie et qu'elle n'a pas pu y arriver, tout simplement parce que les banques françaises ont dit non. Il y a donc maintenant une nouvelle situation politique au sein du bloc au pouvoir en Tunisie, et il n'est pas innocent que le président de la République tunisienne ait annoncé son agenda de réforme politique avant la visite du président de la République. C'est extrêmement important dans la mesure où le président de la République algérien, cette fois-ci, vient confirmer, soutenir cet agenda politique, et le prix de ce soutien politique, ce sont les 300 millions de dollars que la République algérienne met sur la table. Et je crois que là, il y a une convergence d'intérêts qui est en train de se nouer. Pour cela, le timing est bon. Dans cette recomposition du bloc au pouvoir en Tunisie, il est possible enfin que nous avancions nos propres influences en Tunisie, ce qui nous a toujours été interdit par la puissance des banques françaises dans ce pays. Donc je crois qu'il y a là une opportunité qui est importante, qu'il faut avancer. En plus de cela, il y a un réaménagement du bloc au pouvoir en Algérie, c'est-à-dire une fraction beaucoup plus soucieuse de la bonne gestion de l'État qui est aux commandes, on le voit dans différents secteurs, et du coup, cela prend du sens. Il y a une véritable convergence s'appuyant sur des configurations, des réaménagements au sein des deux pays qui peuvent effectivement donner lieu à une dynamique économique réelle, parce que sans dynamique économique, sans bloc sociologique constitué des deux parts des frontières de l'Algérie et de la Tunisie, on ne pourra pas desserrer l'étau que les bourgeoisies tunisiennes ont réalisé en chape de plomb sur leur propre économie. Donc vous voyez, il y a là des dynamiques importantes à saisir, et je crois que c'est un moment d'opportunité, d'ouverture, de fenêtre historique qui est en train de s'ouvrir pour construire une relation algéro-tunisienne puissante, mais aussi en continuité d'une idée maghrébine à venir. Et je crois que c'est exactement ce que les deux parties essayent de réaliser en s'appuyant à nouveau sur la centralité de leurs États. Vous pensez qu'on peut toujours, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans le contexte régional, de parler d'unité maghrébine ? Absolument, plus que jamais. Je vais vous dire pourquoi plus que jamais. Parce que l'humain était mort-né. On ne peut pas créer une construction maghrébine avec des régimes aussi divers qu'une royauté alignée sur le sionisme et une république algérienne démocratique qui fait de la dimension populaire son moteur essentiel. Là, je crois que nous sommes en train de réaliser une unité maghrébine sans le dire, sans le crier, par le bas, par la convergence des intérêts, et c'est ça qui est important. Maintenant, vous voyez bien qu'en ce moment, les grandes puissances sont en train de presser les Tunisiens pour qu'ils aillent rapidement à un retour à une normalité. Exactement comme ces mêmes puissances pressaient les Algériens d'aller vers une assemblée constituante. Vous voyez que ce sont les mêmes forces qui, en Algérie et en Tunisie, font des pressions. La France au cœur de l'Union européenne, avec un accord d'association inégal et qui pèse sur la construction maghrébine. Et là, nous avons une contre-réaction de deux États qui aspirent tous les deux à un rapprochement maghrébin qui se fait dans un cadre territorial régionalisé, l'Est de l'Algérie, l'Ouest de la Tunisie, pauvre, mais qui doit émerger socialement pour pouvoir faire contrepoids à la bourgeoisie tunisienne du golfe de Gabès. Et c'est sur ce bloc sociologique que l'on peut arriver à construire
une durabilité de la relation algéro-tunisienne. Merci. Ce qu'il faut comprendre par là aussi, c'est que c'est une opportunité pour nous pour réactiver ou en tout cas activer notre influence en Tunisie et activer, pourquoi pas, actionner les lobbies très faibles justement de l'Algérie jusque-là et qu'on essaye de redéployer ou de déployer à travers une diplomatie plus présente. Et je crois que c'est tout l'intérêt de la visite du président de la République, c'est une forme de protection de ce qui est en train de se faire en Tunisie. Le président tunisien, M. Kais Saïed, a un programme de réforme important et qui épouse la thèse algérienne. Donc il va justement dans, on va dire, en continuité de ce qui se fait ici. Mais pour pouvoir se faire, il faut le protéger. Il faut protéger son programme, il faut protéger la relance économique tunisienne. Et d'ailleurs, comme je disais, cette visite qui rentre, donc qui a été mûrement et stratégiquement pensée aussi, quand on voit les départements de la PME et les start-up, le ministère de la Pêche, le pharmaceutique aussi, qui vont ensemble à donner ces possibilités aux citoyens des deux pays à développer une économie à la base. En plus, les accords des collectivités locales, notamment concernant les zones frontalières, qui vont permettre justement d'outrepasser le fait de la contrebande vers une économie de troc ou une économie équitable qui permet aux deux régions frontalières de se développer, notamment celle de la Tunisie qui connaît un retard et qui va permettre à la Tunisie justement de reprendre son souffle économique, qui serait un atout majeur sur le plan économique, sur le plan stratégique, mais surtout sur le plan sécuritaire, sachant que, comme le disait tout à l'heure M. Chaben, il ne faut pas oublier qu'il y avait 7000 Tunisiens qui ont été dans la région du Moyen-Orient, en Syrie et en Afghanistan, et qui représentent une menace réelle. Qu'est-ce qui peut sauver le citoyen tunisien du radicalisme, sinon une possibilité de trouver quelque chose qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de s'intégrer dans la société. Toute stabilité aujourd'hui, quelle qu'elle soit, elle passe par le développement économique de ces pays. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Il est indéniable que le programme du président tunisien vise justement à s'affranchir du carcan d'une bourgeoisie, d'une élite, c'est un fait, et d'une très très forte ingérence étrangère, sans entrer dans les détails. Et on aime les détails, hein. C'est le secret. Bon, c'est la France, c'est l'Union européenne, qui ont leur influence. Voilà, c'est les pays occidentaux et qui poussent à la roue en disant il faut revenir à la révolution, au principe de la révolution, etc. On sait très bien ce que ça veut dire. C'est exactement le même processus qui se déroule en Libye et on voit le résultat puisque finalement la sortie de crise apparemment n'est pas pour demain et certainement pas pour le 24 décembre. Le 24 décembre, les élections présidentielles doivent se tenir. Par conséquent, le programme du président tunisien intervient à un moment, j'allais dire, idéal par rapport à notre pays. Parce que finalement, il y a une similitude entre ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis novembre 2019 en Tunisie et ce qui s'est passé depuis décembre 2020 chez nous. On a pratiquement dans les deux pays une direction politique qui partage des visions communes, des programmes parfaitement complémentaires et soudés, et c'est pour ça qu'il faut effectivement accompagner la Tunisie dans son programme de sortie de crise sanitaire, de crise économique, etc. Et je pense que un des fondements de la visite du président Tebboune tourne autour de cette nécessité, en prévision des enjeux et des défis qui se posent à la fois
dans le contexte régional. Sahel, Libye, Royaume du Maroc. J'insiste beaucoup sur la différence qu'il faut toujours faire entre le Royaume marocain et le peuple marocain, qui n'est pas du tout la même chose. Malheureusement, souvent on entend dire oui, le Maroc. Non, c'est pas le Maroc, c'est le Royaume du Maroc. Il faut faire on l'a vu, le peuple marocain se soulever contre ce qui s'est passé à l'ouest. On parle du régime du Marzen, clairement. Voilà. Donc, vu ce contexte-là, vu le défi qui va se poser à l'échelle continentale africaine avec la ZLECAf, je pense qu'il était tout à fait normal et même impératif de se rapprocher, de voir ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut le faire et à quelle hauteur. Et je pense que c'était ça le but de la visite. Monsieur Zetouni, le président Tebboune a à maintes reprises déclaré que ce qui touche la Tunisie nous touche directement. Nous nous abstenons de nous ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie et quiconque menace sa sécurité nous trouvera à l'affût et ne tolérera aucune pression sur la Tunisie par des parties étrangères. C'est le risque aujourd'hui, cette ingérence étrangère, c'est pour éviter aussi le scénario de ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe un peu dans la région. C'est le moment de se positionner. Oui, si vous voulez, de mon point de vue, il y a deux choses. Il y a des accords sécuritaires dont les instruments ont été déposés à l'ONU et qui sont ceux d'une coopération sécuritaire des deux côtés de la frontière, avec le droit aux troupes algériennes et forces armées algériennes de rentrer sur le territoire tunisien, mais aussi avec la possibilité pour les forces de sécurité tunisiennes de rentrer côté territoire algérien en parfaite coordination des deux états-majors. Ça, c'est un point extrêmement important de sécurisation de l'ensemble de la frontière et de collaboration très active entre les deux services de sécurité, en particulier contre le djihadisme dont M. Soufi et M. Chahlan parlaient. Ça, c'est le premier point. Il y a une seconde pensée stratégique qui me semble extrêmement importante, c'est le contrôle du golfe de Gabès et du verrou du détroit de Sicile. Disons, un socle commun économique appellera de façon définitive une mise en commun d'une défense stratégique globale. Pour nous, pour ce qui nous concerne, il nous faut absolument faire partie du contrôle à un niveau ou à un autre du détroit de Gibraltar d'une part et du verrou de la Sicile d'autre part. Et la convergence avec la Tunisie va nous permettre d'affirmer une position incontournable en Afrique. Je crois qu'il y a là quelque chose de très important. La convergence des intérêts socio-économiques des deux pays, des projets en commun, je pense essentiellement au phosphate et à l'énergie. Il y a des dizaines de projets que l'on peut réaliser ensemble. Tout cela peut constituer le socle d'intérêts entrecroisés qui permet une dynamique commune. Et le Maroc nous a fait un cadeau, le Royaume du Maroc nous a fait un cadeau, pour reprendre les termes de M. Chahlan. Il nous a fait un cadeau parce qu'en se liant à l'entité sioniste de façon avec des accords militaires, eh bien, il a provoqué le rejet des Tunisiens. Et pour la première fois depuis très longtemps, nous avons vu la Tunisie se démarquer très clairement sur la question du Sahara occidental et épouser de façon forte les thèses algériennes. Et là-dessus, nous pouvons construire des avenirs géostratégiques communs. Alors, pour revenir à la stratégie aujourd'hui algérienne, je disais juste pour corriger tout à l'heure, donc notre pays partage 1000 km avec la Libye, 450 km avec la Tunisie. Donc les deux pays qui s'échinent à garder un certain recul par rapport aux deux camps en guerre en Libye s'opposent à toute ingérence et plaident pour une solution pacifique. Là-dessus, il y a une vision commune sur comment agir en Libye. Il y a une convergence de vues sur la question libyenne.
Absolument, absolument. Notamment la nouvelle équipe donc à Carthage qui s'est démarquée carrément. Peut-être des positions qui étaient mitigées de la Tunisie, notamment sous emprise d'agendas et de lobbies externes, notamment ceux qui détenaient les tenants et aboutissants de l'économie, de la politique tunisienne. Aujourd'hui, on voit que M. Reis se démarque justement, et c'est parce qu'il se démarque qu'il commence à avoir une certaine opposition qui prend la forme d'opposition, mais qui lui vient des puissances étrangères. De puissances étrangères. Mais ce qui est bien, je rejoins aussi mes collègues quand ils parlaient de cette approche exceptionnelle avec la Tunisie qui se fait facilement, se fait d'une manière naturelle. On partage beaucoup de choses, parce que sur le plan culturel, sur le plan sociologiquement, la morphologie sociale et la géographie est une seule. En plus, le fait que le Maroc ait pris une décision, il a pris un camouflet en retour par rapport à cette normalisation avec l'entité sioniste et qui permet à l'Union du Maghreb de se reconstruire, mais pour de vrai. Ce rapprochement qui est naturel avec la Tunisie, il a été dans un passé récent aussi avec la Mauritanie. Rappelez-vous. Et donc, si on reprend les acteurs du Maghreb, de l'Union du Maghreb arabe, on va retrouver la Mauritanie, le Sahara occidental, la Tunisie et la Libye aussi, qui est dans ce même contexte. Les Libyens ont besoin de la Tunisie, ont besoin de l'Algérie pour se développer. Et on va dire les 3/4 de la Libye, quand bien même on peut dire qu'une partie de l'Est libyen est un peu proche dans sa vision des frontières et de la culture de l'Est libyen, on va dire de l'Égypte, mais même cette Égypte, elle peut jouer un rôle important et rentrer dans cette nouvelle vision, sachant qu'après la visite du président Abdelmajid Tebboune, on se prépare à une autre visite aussi importante que celle-ci, que celle de M. Abdelmajid Tebboune en Égypte. Et ceci démontre d'une vision globale, mais d'une stratégie bien planifiée. D'ailleurs, il y a en mars, l'Algérie doit accueillir le sommet de la Ligue arabe. Et il l'a dit, le président de la République, lors de la conférence de presse avec le président tunisien, qu'il voulait être rassembleur. Oui, bien sûr, et soutenir également la cause palestinienne. Ça a été encore redit. Communion de pensée, de philosophie et de stratégie entre l'Algérie et la Tunisie. Effectivement, il n'y a pas que sur la Libye qu'il y a une identité de vue parfaite. Sur la Palestine, elle est plus que parfaite. Oui, on l'a vu lors de la dernière visite du président de l'autorité palestinienne. Les enjeux dans le Sahel, c'est également la même position. Reste le problème de la Libye, et encore que sur ce terrain, effectivement, le président Kais Saïd a beaucoup évolué par rapport à ses prédécesseurs. Absolument. Parce qu'avant, du temps de Beji Qaïd Sebsi, et les alliances qu'il a tissées avec Nahda, avec Rachid Ghannouchi, etc., il y avait des forces occultes derrière, des pays comme la Turquie, comme le Qatar, etc., qui pesaient de tout leur poids financier, bien sûr, etc., et qui faisaient que les choses n'allaient pas d'elles-mêmes, si on peut dire. Mais bon, avec la nouvelle direction tunisienne, il est clair que la position, elle est commune, elle est solidaire, elle se fait dans le cadre du groupe des pays voisins que l'Algérie conduit, au nom de l'Union africaine. Et c'est à partir de cette... Même l'Égypte qui est partie prenante de ce groupe des pays voisins, même si à un moment donné, il y a eu un soutien un peu équivoque à Haftar, etc. Mais chaque fois qu'il y a eu une prise de position, l'Égypte s'est alignée sur la prise de position du groupe des pays voisins. Et ça, c'est très important. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, l'enjeu
pour la Tunisie et pour l'Algérie. Par-delà tout ce qu'on a évoqué sur le plan économique, l'enjeu sécuritaire, il est primordial. Parce que les deux pays sont concernés, les deux pays sont visés, et les deux pays ont tout intérêt à... On parle de guerre de quatrième génération, donc un affaiblissement du front interne. Une anticipation de ce qui peut se produire. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur les 7000 combattants tunisiens partis en Syrie et en Irak à un moment donné, etc., pratiquement les 2 tiers sont revenus et sont basés en Libye. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à rentrer en Tunisie, mais le gros du contingent est en Libye. Et ils pressent pour rentrer en Tunisie, et avec toutes les conséquences que cela peut supposer. Et ça ne peut pas nous arranger. Bien sûr. En tant que pays voisin, solidaire, engagé à assurer la sécurité de part et d'autre, et à partager un destin commun. Développement économique, stabilité sécuritaire sont des conditions sine qua non aujourd'hui. Monsieur Zitouni, le prochain sommet de la Ligue arabe, je le disais, aura lieu en mars prochain. Il sera l'occasion pour le renouvellement des engagements des pays arabes au soutien de la cause palestinienne. Et comme l'a dit le chef de l'État tout à l'heure, l'Algérie veut être dans cet esprit rassembleur des pays arabes. Oui, alors ce qui est remarquable de mon point de vue, c'est que pour la première fois, il y a une telle convergence de vues entre la diplomatie tunisienne et la diplomatie algérienne sur les questions arabes, qu'il y a une sorte de passation naturelle, mais en fait, quasiment les deux diplomaties sont en train de préparer le sommet de la Ligue arabe en réalité. Et ça aussi, c'est une nouveauté qui ne se dit pas ouvertement, mais qui se réalise concrètement. Il y a de plus en plus un pôle algéro-tunisien qui va s'affirmer au sein de la Ligue arabe. Ça renforcera les positions algériennes au sein de la Ligue arabe. Vous savez que nous sommes isolés au sein de la Ligue arabe en raison de la, premièrement, suprématie des monarchies du Golfe, et deuxièmement, de l'effondrement d'un certain nombre de républiques et de l'ancien front du refus, la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Soudan, etc. Alors que les monarchies du Golfe paraissent être en position dominante. Donc il ne faut pas s'attendre à D'où la volonté de remettre sur le tapis la réforme de la Ligue arabe. Le projet oui, de absolument. réforme de la Mais Ligue arabe. je crois que dans ce cadre-là, nous sommes beaucoup aidés par la nouvelle vision américaine sur le Moyen-Orient. Lorsque les Américains cherchent en réalité à se concentrer sur l'espace chinois pour réaliser un nouveau containment de la Chine, ils sont obligés d'une certaine façon de sortir du Moyen-Orient, et cette position-là implique une résolution d'un certain nombre de contentieux pour pouvoir dégager des troupes pour encercler la Chine, parce que, aussi puissante soit-elle, les États-Unis ne peuvent pas être sur deux fronts à la fois. Et je crois que cette nouvelle tendance de la diplomatie américaine, nous pouvons nous appuyer dessus partiellement pour réaliser des objectifs de réunification, entre guillemets, d'un consensus arabe. C'est jouable. Et puis, je parlais tout à l'heure de guerre de quatrième génération, un complot qui vise l'Afrique et le Moyen-Orient. Absolument, il vise l'Algérie. Pourquoi il faut dire les choses telles qu'elles sont? C'est l'Algérie en premier lieu qui est visée. Et d'ailleurs, avant de revenir à cela, il faut ajouter que l'Algérie essaye à travers le sommet arabe de mars d'introduire à l'ordre du jour deux questions essentielles, celle de la réunification de la position vis-à-vis de la Palestine, mais le retour aussi de la Syrie à son siège, assiégé à l'Union arabe. Maintenant, quand on parle des nouvelles guerres hybrides, ces nouvelles guerres de 4e et de 5e génération qui travaillent sur un principe de réseautage. Ce réseautage qui fait que des entités étatiques et non étatiques, gouvernementales et aussi économiques et autres, floues, des personnes qui ont été formées à des actions des personnes et des groupes, à travailler communément, à déstabiliser
l'intérieur de l'Algérie. Pourquoi, justement? Parce que l'Algérie, qui, selon beaucoup d'économistes, devrait passer le cap d'un État tel qu'il est vers un État émergent. Après 25, on parle de l'émergence de l'Algérie. En plus de ce statut d'État pivot, au fait, quand vous êtes pivot, il faudrait que vous ayez aussi le moyen de le demeurer et de continuer. Et ce moyen, il vient de cette stratégie des engagements du président de la République, les 54, notamment à mettre en pole position la diplomatie, donc la politique externe. Et cette politique externe, elle va dans des actions de win-win, gagnant-gagnant, avec les partenaires traditionnels africains, mais aussi les arabes et africains, mais aussi avec, composé avec ce nouvel ordre mondial, parce que nous sommes passés actuellement dans un ordre avec une tripolarité. Les États-Unis d'Amérique d'un côté, la Russie et la Chine d'un autre côté. Le projet de la route de la soie qui épouse le projet de l'Algérie d'investir l'Afrique et qui a été justement dans un premier temps imaginé par l'Algérie des années 70 qui a pris en mesure le plan de Bernis, les pôles industriels et qui a dès ce temps-là pensé à s'orienter vers l'Afrique. Nous avons beaucoup de partenariats. Très rapidement, il nous reste très peu de temps, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de partenariats et il y a de la joie à côté. Je pense, voilà, on a eu un petit bruit sur le plateau. Je pense que tout le monde suit aussi le match Algérie-Qatar. Juste pour dire qu'on a marqué. Je pense que l'Algérie est ciblée pour une raison très simple. M. Sophie parlait d'État pivot. Et effectivement, l'Algérie est un État pivot non seulement dans la région, mais également dans tout le continent, avec une diplomatie qui est redevenue depuis bientôt un an plus que conquérante, une diplomatie qui arrive à ressouder les rangs de pratiquement une bonne partie des. On passe d'une diplomatie représentative à une diplomatie influente aussi. Tout à fait. Ce qui est important. Et notamment sur la question de l'adhésion de l'entité sioniste comme membre observateur de l'Union africaine, c'était un prétexte tout trouvé pour cibler notre pays. Oui. C'est clair. Alors, juste pour justifier un peu le bruit que vous avez pu entendre sur le plateau, l'Algérie a gagné le match face au Qatar pour le compte de la Coupe arabe. Donc, nous affronterons la Tunisie finalement en finale samedi prochain à 16h. Voilà. Il reste quelques secondes, me dit-on à l'oreillette. Voilà, Monsieur Zitouni, je vais terminer avec vous cette question. Finalement, avec l'instabilité accrue à nos frontières, on dit que cela fait de l'État algérien l'un des plus engagés dans la sécurité régionale. Finalement, nous fournissons des efforts de guerre sans être en guerre. Il nous faut des alliés aujourd'hui. Finalement, chère madame, une finale Tunisie-Algérie dans la Coupe arabe, au moment où les deux présidents essayent de réaliser des convergences qui soient durables, eh bien, je crois que c'est une symbolique que l'on ne peut pas rater. Oui. Il y a, Inch'Allah, maintenant, pour ce qui concerne la dimension stratégique, moi je crois qu'il y a maintenant des prédispositions concrètes, c'est-à-dire que le rapport à l'environnement, les pressions qui s'exercent sur les pays du Maghreb, et en particulier sur l'Algérie et la Tunisie, ne nous donnent plus qu'un seul choix. C'est celui de travailler ensemble, sérieusement, durablement, c'est-à-dire concrètement, dans des dynamiques économiques convergentes, réelles, des projets communs qui puissent dégager de la valeur ajoutée pour le bien des deux peuples. C'est tout le bien qu'il faut espérer de cette visite de Sir Abdelmajid Tebboune à son homologue, le président Kais Saïed en Tunisie. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairé sur la situation et sur cette visite d'État qu'a effectué le président Abdelmajid Tebboune en Tunisie. Et au passage, nous félicitons notre équipe pour sa victoire face au Qatar.
Voilà, et puis nous lui souhaitons bonne chance pour la finale face à la Tunisie. Vous retrouverez tout le décryptage de ce match juste après la pub avec Riyad Belkhedim. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.